Et je serai aidé aujourd'hui pour cette première session par mon collègue François Augière qui fait également partie de cette même équipe. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons passer un petit moment, quelques minutes à vous présenter ce qu'est le concept de webinar, étant donné que c'est le premier. Donc on présentera de quelle manière ça va se dérouler. Et on va aborder le sujet d'aujourd'hui, donc qui sera la présentation de la problématique de maillage sous robot et des problèmes que vous pouvez être amenés à rencontrer du fait de l'utilisation de cette fonction et des conseils qu'on peut vous apporter de façon à ce que ça se passe correctement si vous avez besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un webinar? Le but du webinar sera de traiter un sujet durant une présentation de 20 à 40 minutes. Le reste de l'heure sera consacré aux réponses à vos éventuelles questions sur le sujet. Tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de nous poser des questions via l'outil de chat qui se trouve normalement dans le bas de la boîte de dialogue de GoToWebinar. Mes collègues se chargeront de vous répondre au fur et à mesure de la présentation à vos questions à l'écrit. Et en fin de session, pendant la phase questions-réponses, eh bien, vos questions me seront posées et puis j'y répondrai en direct. Juste une précision, c'est que ces sessions ne sont pas censées remplacer la formation. Si vous avez besoin de maîtriser complètement, par exemple, justement, la fonctionnalité de maillage, nous vous recommandons quand même de passer, si vous êtes complètement débutant, de passer par l'étape formation pour approfondir complètement le sujet, chose qu'on n'aura pas forcément le temps de faire aujourd'hui. Alors, où est-ce que nous allons annoncer les futurs webinars? Alors, tout d'abord, sur notre site autodesk.com, rubrique Help Webinar, sur nos deux forums robots, donc le forum français et le forum anglais, puisqu'il y a aussi une session de webinar en anglais. Les invitations, vous recevrez aussi également des invitations par email. On s'annoncera également sur le blog VillageVim de nos collègues et sur différents réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn. Dans cette diapositive, on a rajouté aussi des liens vers des ressources que vous pourrez trouver utiles, qui sont des liens vers les articles techniques qui sont publiés, qu'on essaie de publier le plus régulièrement possible sur le forum français qui est dédié donc à robots. Un lien vers la boîte à idées de développement qui vous permettra d'exprimer vos demandes de développement directement à l'équipe de développement. En fait, donc vous verrez que dans ce poste, la plupart des demandes de développement et d'amélioration sont en fait exprimées en anglais, mais ça ne pose pas de problème de les exprimer en français. Et vous aurez également un lien vers un message vous permettant d'apporter vos commentaires sur ces sessions de webinaire, proposer peut-être des sujets ou simplement commenter ce qui vous a été présenté. Chose que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que cette session est donc enregistrée. Elle sera par la suite, on vous communiquera un lien vers la vidéo YouTube et la présentation, donc ce PowerPoint, vous sera également partagé. Donc le sujet d'aujourd'hui, maillage dans Autodesk Robot Structure Analysis. On va rapidement rappeler les bases d'utilisation de cette fonctionnalité et vous donner à la fois des conseils d'un point de vue paramétrage et modélisation. On a divisé ce sujet qui est un peu vaste en deux webinaires en réalité. Donc le premier qui est un peu la présentation, comme je viens de dire, des bases et des conseils qu'on peut vous apporter. Le deuxième, celui sera consacré à comment corriger les éventuels problèmes de géométrie que vous pourriez avoir dans un modèle et ce qui conduit souvent à obtenir du maillage incohérent dans un modèle. Donc ça sera traité dans un second webinaire qui normalement devrait se dérouler d'ici la fin du mois. On vous tiendra au courant. Donc tout d'abord, on va présenter donc la fonctionnalité de maillage. La fonctionnalité de maillage, on y a accès en cliquant sur le bouton qui est encadré dans la petite capture d'écran qui se situe en haut à gauche, le petit icône qui ressemble à un marteau, qui permet d'ouvrir la petite boîte de dialogue qui contient l'ensemble des fonctionnalités du maillage. On peut également y avoir accès en cliquant sur le menu Analyse et en sélectionnant Maillage. Donc on va faire le tour de l'ensemble des fonctionnalités que contient cette bande d'icônes. La première, c'est la fonction de génération du modèle. C'est une étape qui est automatiquement lancée quand vous lancez les calculs en fait. Mais vous avez la possibilité de la lancer manuellement sans aller jusqu'à l'étape du calcul en cliquant sur ce bouton. C'est une étape à laquelle l'ensemble des hypothèses que vous appliquez à votre modèle, les charges, les épaisseurs, éléments finis, le maillage, ce genre de choses, c'est à cette étape-là que ces hypothèses sont affectées au modèle.
L'icône suivante, on ne va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais c'est l'accès au modèle de calcul des panneaux. Donc c'est grâce à cette fonction, vous pourrez dire si un panneau doit être maillé ou pas, ou est-ce qu'il doit servir uniquement de panneau de chargement pour répartir les charges surfaciques sur les éventuelles barres qui seraient définies dans le plan du panneau. Donc la troisième icône permet d'accéder aux options de maillage. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation de façon à la présenter plus en détail. Les deux suivantes permettent respectivement de figer le maillage et de désactiver le figement du maillage si nécessaire. Cette fonctionnalité peut être intéressante si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de mailler votre modèle en 2 étapes et que vous avez besoin d'intervenir énormément manuellement sur une partie du maillage, et suite à l'obtention d'un maillage qui vous convient, eh bien vous avez la possibilité de figer le maillage sur cette sélection, sur cette zone, pour éviter que une future génération du modèle ou la génération du maillage sur une autre partie de la structure soit bien impactée sur ce maillage que vous avez fixé. L'icône suivante permet de générer le maillage sur une sélection de panneaux ou sur toute la structure si vous ne sélectionnez rien. Et l'icône suivante permet, elle, au contraire, donc de démailler les panneaux sélectionnés ou l'ensemble du modèle si vous ne sélectionnez rien. L'icône d'après donc permet de paramétrer les émetteurs. Pareil, on s'attardera un peu plus loin dans la présentation sur cette fonctionnalité. Les deux suivantes permettent respectivement de consolider le maillage et de raffiner le maillage pour la suivante. Alors la consolidation du maillage, c'est quelque chose d'assez rarement utilisé. Il faut simplement savoir que ça sert à, si vous avez besoin d'augmenter localement la taille de maille, et bien c'est avec cette fonctionnalité-là que vous pouvez le faire manuellement. Au contraire, donc le raffinement du maillage qui peut être plus utilisé ponctuellement pour augmenter la densité de maillage dans une zone bien localement dans une zone, en fait, eh bien vous allez pouvoir le faire grâce à cette fonctionnalité. Et la dernière fonction que l'on trouve dans cette bande d'icônes, c'est la vérification de la qualité du maillage. Donc là, vous allez donner des critères géométriques que le maillage les mailles doivent respecter. Donc c'est un rapport longueur-largeur de mailles. Et vous donnez une sélection de panneaux. Si dans la sélection de panneaux, vous avez des mailles qui ne respectent pas ce critère de vérification, eh bien les mailles seront sélectionnées, ce qui vous permettra facilement d'intervenir dessus, par exemple avec la fonctionnalité de raffinage du maillage. Alors maintenant, on va présenter un peu plus en détail les options avancées de la boîte de dialogue des options de maillage. Donc en partant de l'angle supérieur gauche de la boîte de dialogue, on retrouve les deux méthodes admissibles dans Robot, Kunz et Delaunay. Généralement, on conseille d'utiliser la méthode Delaunay, qui est une méthode plus adaptative dans le sens où elle est plus capable que la méthode Kunz de quelque part ignorer des petites imprécisions géométriques que vous pourriez avoir dans votre modèle de façon à obtenir un maillage cohérent, chose que la méthode Kunz est un peu moins capable de faire. Donc c'est pour ça que généralement on recommande d'utiliser cette méthode de Delaunay. Ensuite, dans la zone génération du maillage, on a trois méthodes disponibles, automatique, utilisateur et taille de l'élément. Là encore, généralement, on va recommander d'utiliser la taille de l'élément. Ça vous permet de fixer la taille de maille pour l'ensemble du modèle, alors que automatique et utilisateur, vous allez fixer un nombre de divisions par bord de panneaux, ce qui fait que si vous avez des panneaux dont les bords sont de dimensions différentes, eh bien les tailles de mailles peuvent varier énormément d'un panneau à l'autre. Alors qu'avec taille de l'élément, encore une fois, vous allez fixer la taille pour l'ensemble du modèle, ce qui vous permettra d'avoir un maillage bien plus cohérent et généralement bien plus propre. Ensuite, dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue, vous allez retrouver les formes de mailles que Robot s'est générées. Donc il y en a deux, quadrangulaires ou triangulaires. On va recommander l'utilisation des formes de mailles triangulaires dans le cas de géométrie complexe ou, encore une fois, qui contiennent des petites imprécisions géométriques, puisque ce type de maille est plus adaptative que l'est une maille quadrangulaire dans ce type de situation. Et dans le bas de la boîte de dialogue, donc on va retrouver les paramètres de la méthode Delaunay qui ne sont bien sûr accessibles que si vous sélectionnez la méthode Delaunay. Si la méthode Kunz est cochée, eh bien ça sera grisé, vous n'y aurez pas accès. Donc vous avez accès à trois sous-méthodes, la Delaunay, Delaunay plus Kang et Kang. Si vous le sélectionnez
Delaunay. Donc comme on peut le voir sur la boîte du dialogue, vous n'avez accès qu'à un seul paramétrage supplémentaire qui est le maillage régulier. Chose qu'on conseille également de désactiver si vous devez mailler une forme complexe et ou contenant des imprécisions géométriques. Delaunay plus Kang et Kang, on va l'utiliser dans le cas où on a besoin de créer et de mailler des zones avec des émetteurs. Donc là, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, où on va expliquer comment on crée justement ces émetteurs et pourquoi on en a besoin. Alors la première chose à faire, la première recommandation qu'on peut vous donner si vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité de maillage dans Robot, c'est de venir décocher la génération des liaisons cinématiques dans les points d'incohérence. Donc cette option-là, vous la trouvez dans Outils, Préférences de la tâche, rubrique maillage, et il faudra venir décocher liaison cinématique dans les points d'incohérence et cocher à la place ajustage itératif du maillage EF. Alors pourquoi on a besoin pourquoi il est recommandé de venir décocher cette option la plupart du temps? Et on va pouvoir l'illustrer avec cet exemple-là dans Robot. Donc cet exemple, en fait, c'est un container qui est composé donc d'éléments surfaciques de type donc c'est des tôles en fait qui sont encadrés par des barres, donc c'est des éléments filaires et qui sont supportés donc par un réseau de poutres également filaires sur le bas. Dans cet exemple, on a forcé l'utilisation des liaisons cinématiques en passant donc par outils, préférences de la tâche et maillage. Et on a donc forcé la génération de ces liaisons cinématiques en sélectionnant application des liaisons cinématiques systématiquement pour vous démontrer en fait que dans ce type de structure, il est recommandé de ne pas utiliser ces liaisons. Donc qu'est-ce que c'est déjà une liaison cinématique? Eh bien c'est ces liaisons, ces espèces de liaisons rigides là qu'on voit qui relient en fait le centre de gravité de chacun des éléments finis avec les extrémités des barres, et elles sont générées dans le cas, y compris dans le cas où vous êtes paramétré de cette façon-là. C'est-à-dire que le robot ne va pas chercher à itérer sur le maillage de façon à obtenir un maillage cohérent, mais va générer directement la liaison cinématique s'il a du mal à obtenir un maillage cohérent dans une zone. Et donc dans ce cas-là, on voit que le robot, du fait qu'on l'ait forcé à générer ces liaisons, eh bien il a généré ces liaisons cinématiques à chaque point. Alors on va voir pourquoi on recommande de le désactiver. Là, les calculs sont actuels et on va regarder ce que ça donne d'un point de vue résultat et notamment d'un point de vue tranchant sur cette barre 4. Donc pour ça, je vais aller dans le bureau résultat et l'analyse détaillée. Et en allant dans l'analyse détaillée, je vais pouvoir afficher la représentation du tranchant sur cette sélection. Alors attendez, je vais réduire la présentation, apparemment il y a un souci de clignotement, je ne sais pas si vous l'avez tous ou pas. Voilà, donc là, si on regarde la courbe de tranchant sur cette barre, on se rend compte qu'on obtient des pics de tranchant, donc des pics anormaux de tranchant le long de cette barre, avec des valeurs très, très anormales. Et ces valeurs apparaissent justement du fait de l'utilisation des liaisons cinématiques qui ramènent une énorme concentration d'efforts en des points très précis. Donc si maintenant j'enlève l'utilisation, je désactive l'utilisation de ces liaisons, donc toujours en passant par outils, préférences de la tâche, maillage, et à la place d'utiliser application de liaison cinématique, donc je vais me mettre sur obtention du maillage EF cohérent, et je vais cocher à la place ajustage itératif du maillage EF, et je vais décocher liaison cinématique dans les points d'incohérence. Après avoir fait ça, il va me falloir démailler le modèle, et je vais utiliser et appliquer des options de maillage adéquates dans ce cas. On va partir sur une taille de maille d'1 mètre en désactivant le maillage régulier avec la méthode Delaunay. Voilà ce que ça donne. Alors dans ce cas-là, on voit que les liaisons cinématiques ont été remplacées par des mailles. Et après calcul, si je relance à nouveau l'analyse détaillée sur cette même barre, en regardant toujours le tranchant, voilà ce que ça va me donner. On retrouve donc un diagramme de tranchant auquel on pourrait s'attendre sur ce type de structure avec des valeurs bien plus cohérentes que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, en réalité, on déconseille donc l'utilisation de ces liaisons cinématiques, surtout dans les cas
de structures dites, on va appeler ça mixtes, c'est-à-dire qui contiennent à la fois des éléments surfaciques maillés avec des éléments de type barre filaire. Dans les cas où vous n'avez pas d'éléments filaires dans une modélisation, eh bien on va voir que l'utilisation des liaisons cinématiques peut être envisagée. Alors là, on va le démontrer sur un exemple simple. Il est bien évident que sur ce type d'exemple-là, autant chercher à avoir un maillage cohérent plutôt que d'utiliser les liaisons cinématiques pour être sûr de ne pas perturber les résultats. Mais on peut envisager d'utiliser ces liaisons sur un modèle très complexe sur lequel on aurait du mal à obtenir un maillage cohérent. Et dans ce cas, et qui ne contiendrait pas bien sûr d'éléments filaires. Sinon, on retomberait dans le cas précédemment présenté. Et donc là, si on regarde la cartographie du moment MXX sur ce modèle-là, où on voit clairement que les liaisons cinématiques ont été générées, donc sans de révéler l'élément fini relié à l'ensemble des éléments finis de la dalle, si on compare ces résultats avec ce qui peut être donné si je désactive la génération de ces liaisons, toujours par les préférences de l'affaire, toujours avec ce paramétrage-là. Donc il va me falloir démailler et remailler pour que les liaisons soient supprimées et que j'obtienne un maillage cohérent. Donc toujours avec la méthode de Launay, je vais partir aussi, alors je vais prendre par exemple 50 cm et je désactive le maillage régulier. Voilà, donc là on obtient ce type de maillage qui est cohérent. Et si maintenant je compare et que j'affiche la cartographie du moment MXX avec description sans des éléments finis, on se rend compte que les résultats ne sont pas si différents que ça par rapport au premier modèle. Voilà, donc encore une fois, pour résumer, structure mixte qui contient à la fois des éléments filaires et des éléments surfaciques, eh bien, il faut désactiver absolument ces liaisons cinématiques. Dans une géométrie complexe ne contenant que des éléments surfaciques, on peut envisager leur utilisation uniquement dans ce cas-là. Alors l'exemple maintenant qu'on va voir, c'est un exemple qui va vous permettre de comprendre l'intérêt de l'utilisation des nœuds émetteurs et comment les utiliser. Et l'exemple que l'on va traiter, c'est l'exemple du plancher champignon. Ce qu'on va chercher à obtenir, donc c'est le maillage que l'on a sur la capture d'écran en bas à droite, qui est un maillage très dense au droit des poteaux, de façon à pouvoir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la réduction des forces au-dessus des voiles et des poteaux, qui va vous permettre de lisser notamment les courbes des moments au droit des poteaux. Alors pour faire ça, on va charger donc le modèle de plancher champignon qui est ici. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le mailler sans option de maillage particulière, c'est-à-dire sans utiliser les nœuds émetteurs. Donc je vais d'abord dans un premier temps le mailler en Delaunay 1 mètre sans maillage régulier. Et après calcul, on va regarder ce que ça donne d'un point de vue maillage. D'un point de vue, pardon, résultat. Donc là, je vais regarder dans l'onglet détaillé, je vais afficher les courbes de moment MXX avec des valeurs. Voilà ce que l'on obtient. On obtient environ 20 kN au droit des poteaux de rive. Si maintenant j'utilise la fonction de réduction des forces au-dessus des poteaux avec ce type de maillage-là, donc la case à coche, vous la retrouverez dans l'onglet paramètres de la boîte de dialogue cartographie, qui est ici, réduction des forces au-dessus des poteaux et voiles. Après l'utilisation de cette case à coche, eh bien, on voit ce que ça donne d'un point de vue réduction. Là, on voit bien que la réduction a été surestimée par le logiciel du fait de la taille de maille utilisée. Donc là, on comprend l'intérêt de raffiner localement le maillage au droit d'éléments filaires dans ce type de modélisation. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord dans un premier temps démailler le panneau. Et je vais générer mes nœuds émetteurs en tête de poteau. Donc pour faire ça, je vais tout d'abord utiliser la boîte de dialogue sélectionner barres et je vais sélectionner toutes les barres. Là, je veux sélectionner l'ensemble des nœuds qui appartiennent à ces barres-là. Donc je vais me mettre dans la liste déroulante, je vais mettre nœuds et je vais sélectionner l'ensemble des nœuds qui appartiennent à cette liste de barres. Maintenant, dans ma liste, j'ai de sélectionner également les nœuds d'appui, donc je vais les sortir de cette liste et je vais donc sortir quel que soit le type d'appui, je vais les sortir de la sélection.
Donc voilà, maintenant j'ai mes nœuds qui sont sélectionnés, c'est uniquement les têtes de poteau. Je vais devoir maintenant créer mes nœuds émetteurs. Donc pour créer mon nœud émetteur, je vais cliquer sur cette icône. Je veux un incrément de densité du maillage constant. Et je vais affecter mes nœuds émetteurs à des nœuds physiques. Donc qui est cette liste. Je vais donc maintenant affecter une taille de maille qui doit être forcée à une taille qui est équivalente à la taille du poteau. Ici, les poteaux sont des poteaux qui font 25 cm de diamètre. Donc je vais mettre environ 20 cm en taille de maille. Donc le H0, c'est la taille de la maille à partir du premier nœud émetteur. À partir de ce nœud-là, la taille de maille sera régulièrement incrémentée de façon à retrouver une taille de maille que vous allez fixer dans les options de maillage. Je l'ai fait. Donc maintenant que les nœuds émetteurs sont créés, je vais pouvoir les affecter, paramétrer correctement mes options de maillage dans les options de. Donc je vais réaccéder dans les options de maillage, pardon, et affecter les nœuds émetteurs et affecter ces options aux nœuds émetteurs. Donc je clique sur option de maillage. Je sélectionne la méthode de Launay puisque ce n'est accessible que pour la méthode de Launay. Je clique sur option avancée. Et là, je vais sélectionner la méthode de Launay plus qu'un qui est adaptée à ce type d'utilisation. Ici, je vais rappeler la valeur de H0 qui est de 20 cm. Et en Hmax, je vais mettre 1 mètre, qui est la valeur, qui est la taille de maille que je veux avoir une fois la taille de maille une fois la maille sortie de l'empattement de l'émetteur. Dans les cases à coche que l'on trouve dans les paramètres de la méthode de Launay plus qu'un, on a la possibilité de générer automatiquement des nœuds émetteurs dans les points caractéristiques des panneaux, qui sont les angles des panneaux, par exemple. Ici, ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, on pourrait faire générer dans un autre contexte et automatiquement les nœuds émetteurs dans les nœuds d'appui. Ici, je n'ai pas d'appui dans le plan du panneau, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser uniquement les émetteurs utilisateurs. Et donc, quand je valide et que je génère le maillage, je vais avoir ce type de maillage-là. Donc on constate qu'il est relativement fin à proximité du panneau et la taille de maille s'incrémente jusqu'à obtenir une taille normale dans le plan du panneau à une distance suffisamment éloignée de l'empattement du poteau. Maintenant, si je relance le calcul et que je recompare à nouveau les résultats, donc je vais désactiver la réduction des forces au-dessus des poteaux. Dans un premier temps, je vais regarder à nouveau les cartographies de moment MXX avec description. Et là, donc j'obtiens ce type de valeur, donc on voit l'importance du raffinement local des mailles dans ce type de modélisation, puisqu'on voit que, y compris, même dans le cas où je n'avais pas réduit les forces au-dessus du poteau avec le maillage précédent, eh bien on voit que les valeurs d'effort étaient largement sous-estimées. Maintenant, si j'utilise la réduction, on va avoir ce type de résultat. Et on va retrouver les résultats, à peu près les résultats similaires à ce qu'on avait tout à l'heure sans réduction, en fait, dans ce cas-là. Un autre exemple aussi dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est un exemple qui est dans ce cas volontairement exagéré. C'est un cas si vous avez une géométrie pour lesquelles des panneaux qui contiennent des panneaux dont les dimensions sont très largement différentes les unes par rapport aux autres, eh bien on va démontrer avec cet exemple-là qu'il est très important d'utiliser des options de maillage autres qu'automatiques. Donc sur la capture d'écran du haut, on voit, je vais ouvrir le modèle. Alors, je vais réduire à nouveau ma présentation. Je vais ouvrir le modèle d'origine. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est un exemple volontairement exagéré pour bien comprendre le principe. La dalle fait environ 100 mètres de long et est supportée par des voiles et des poteaux de tailles différentes. On a par exemple là, des poteaux de 10 à 20 cm de largeur. Et si je garde des options de maillage par défaut, donc qui sont celles-ci, Kunz par exemple, utilisateur avec un nombre de divisions 5,5 par bord.
Si je génère un maillage dans ce type de configuration, voilà ce que j'obtiens. Donc un maillage qui n'est pas du tout cohérent, qui ne permettra pas d'obtenir des résultats cohérents, notamment sur la dalle. Sur les autres éléments, ça pourrait être correct pour certains d'entre eux, mais on comprend bien que sur ce type de géométrie, ou en tout cas pour une géométrie plus complexe dans un bâtiment plus complet, on ne peut pas se permettre d'utiliser les options de maillage automatiques sans prendre en compte les dimensions des différents panneaux. Et donc là, si je repars sur des options de maillage que l'on recommande, que j'ai recommandé donc en début de présentation, donc en passant par les options de calcul, en utilisant la méthode Delaunay, taille de l'élément, et puis par exemple 0,5 mètres sans maillage régulier. Après génération, on se rend compte qu'on va obtenir donc un maillage bien plus dense et bien plus propre sur l'élément donc de la dalle, en fait, l'élément horizontal, et également cohérent avec l'intersection avec les autres éléments de type panneau. Alors bien sûr, encore une fois, c'est un exemple exagéré. Ce type d'élément-là, ça n'a pas de sens de le générer, de le modéliser en panneau. Il faudrait le modéliser en barre, bien entendu, mais c'est pour l'exemple. Autre point que l'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'est expliquer ce qu'est un point d'accroche pour le maillage dans robot. Sur la capture d'écran de gauche, c'est un panneau qui est extrait d'un modèle qu'on a reçu au support, qui est composé, alors probablement par erreur, qui est un panneau donc rectangulaire et qui a probablement été généré par erreur en 5 points caractéristiques. Donc les points caractéristiques, qu'est-ce que c'est? C'est les points que vous cliquez quand vous créez un contour. Et là, on voit sur la capture de gauche que ce panneau a été créé donc en 5 points et qu'en bas à gauche, on a un 5e point qui vient forcer le robot à densifier le maillage localement. Alors, dans un panneau qui serait isolé de cette façon-là, ça ne poserait pas particulièrement de problème, si ce n'est que le maillage n'est pas très joli. Mais dans un modèle plus complet, pour lequel vous auriez d'autres panneaux environnants, eh bien, pour les panneaux voisins, ça forcerait le robot à densifier également localement le maillage dans cette zone-là. Et donc ça peut conduire à obtenir des problèmes de maillage incohérents. De la même façon, sur la capture de droite, on voit qu'il y a aussi un panneau et un élément barre qui est extrait du même modèle. On voit que la barre n'aboutit pas complètement à l'angle inférieur gauche du panneau, ce qui force robot à densifier localement le maillage du fait de la présence de ce point caractéristique qui est l'extrémité de la barre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui, mais qui sera peut-être abordé plus précisément lors de notre prochain webinaire, puisqu'on va parler dans le prochain de comment résoudre ce type d'incohérence géométrique. De la même façon, là, on voit sur cette capture d'écran que le point caractéristique est ici généré par l'angle de la dalle qui n'est pas correctement raccordé en tête de voile et qui, encore une fois, force le logiciel à densifier localement le maillage. Alors, autre point qu'on voulait aborder durant cette présentation, c'est un conseil de modélisation qu'on pourrait donner notamment sur les voiles avec de grandes ouvertures. Donc on a deux types de modélisation qui se superposent ici sur cette capture. Je vais ouvrir le fichier de façon à le présenter plus en détail. Voilà, donc généralement, ce qu'on voit dans les modèles qu'on reçoit pour lesquels il y a des problèmes de maillage, on va avoir en fait ce type de panneaux qui contiennent énormément d'ouvertures, ou en tout cas dont la surface totale des ouvertures dépasse la moitié de la surface totale du panneau. Ce qui fait qu'on va avoir des éléments surfaciques très fins à mailler et qui vont obliger encore une fois dans une modélisation complète, plus complète avec donc imaginez un R+10 par exemple qui contiendrait énormément de ces panneaux-là, et bien ça va forcer le robot à densifier le maillage dans les zones par exemple à proximité de ce poteau. Ce qu'on recommande, c'est plutôt l'utilisation et la modélisation sous forme mixte en fait, donc barre plus voile, donc plus surfacique, de façon dans un premier temps à limiter le risque d'erreur lors de la phase de maillage. Ça paraît également plus simple à modéliser, c'est-à-dire qu'il est plus facile de modéliser des barres plutôt que de créer des contours à l'intérieur d'un autre contour.
Ici, donc, on a choisi de reprendre les dimensions des poteaux. Donc ici, c'est un 40, 40-30, 20-30 pour celui-ci. Et on a modélisé également la poutre de dessus sous forme de barre. Étant donné que l'on modélise sous forme de barre dans la modélisation du bas, on réduit également le nombre de nœuds. Comme on réduit le nombre de nœuds, on va potentiellement réduire le temps de calcul. Et avec la modélisation du bas, on va peut-être même pouvoir se permettre de mailler avec un maillage plus gros pour cette zone-là. Ici, on est parti sur une taille de maille de 50 cm, on pourrait peut-être se permettre de passer sur une taille de maille à 1 mètre. Et du coup, on réduit encore le nombre de nœuds, et donc potentiellement on réduit encore le temps de calcul. L'autre avantage de la modélisation du bas par rapport à celle du haut, c'est l'interprétation bien plus facile des résultats par rapport à la modélisation du haut. Sur la modélisation du bas, si j'ai envie de connaître l'effort normal transitant dans mes poteaux, c'est facile, il me suffit d'afficher via les diagrammes barres le diagramme de la courbe de l'effort fx, et je peux afficher directement donc connaître l'effort normal transitant dans mon poteau. De la même façon, si je veux connaître la courbe du mouvement de flexion dans la barre de la poutre du haut, je peux l'avoir directement et très facilement, et c'est très facilement interprétable. Par contre, pour le modèle du haut, si je veux connaître l'effort normal transitant dans mes poteaux, eh bien, je vais être obligé d'utiliser les résultats cartographiques que je trouverai dans résultats cartographie panneau. Il va me falloir dans un premier temps orienter mon repère de résultats de façon à savoir quel type de résultat j'exploite. Donc ici, je vais l'orienter suivant Z, puisque c'est une orientation d'après le repère global du modèle. Et je vais afficher, je vais exploiter ces résultats sous forme d'effort de membrane. Et ici, j'obtiens une cartographie. Et on comprend bien que les résultats ici seront plus difficilement interprétables que ça ne l'est pour le modèle du bas. Autre chose, si j'ai envie de connaître les réactions au droit de mes poteaux, pour le modèle du bas, il me suffit de les afficher par exemple de cette façon-là, graphiquement. Si je veux regarder la réaction FZ avec les descriptions, j'ai directement mes valeurs. Je peux également mixer et avoir les diagrammes pour les appuis linéaires pour celui du bas. Là, on voit qu'en haut, l'ouverture, la grande ouverture qu'on a générée dans le panneau, le grand voile en fait, perturbe la génération ou l'interprétation par robot des réactions que vous pouvez avoir au niveau des poteaux. Et dernier avantage de la modélisation du bas par rapport à celle du haut, c'est que bien sûr si vous souhaitez modéliser, ferrailler ces éléments en béton armé, eh bien il vous suffira de sélectionner ces éléments et puis d'aller dans le dimensionnement ferraillage réel des éléments BA, ce qui vous permettra d'avoir un ferraillage réel et un plan d'exécution, chose que vous ne pourrez pas faire avec le modèle du haut. Le modèle du haut, vous serez limité à du ferraillage théorique. Autre point qu'on voulait aborder, c'est de simplifier, on vous conseille si possible de simplifier les géométries, c'est-à-dire que tout ce qui est présent dans les plans fournis par les architectes ne sont pas forcément nécessaires d'un point de vue calcul, c'est-à-dire que la modélisation de petits débords de dalles de quelques centimètres ou débords de voile de quelques centimètres, eh bien, il est recommandé de simplifier ces géométries-là et de préférer une modélisation bord à bord. De la même façon, décaler les axes des barres, des poteaux ou des poutres de quelques centimètres par rapport au bord de dalle ou de voile. Là, de la même façon, on préférera réaligner ces axes neutres au bord des voiles et dalles de façon à limiter les éventuels problèmes de maillage. Et également, dernier point, si vous devez utiliser des nœuds de construction de façon à faciliter la création de votre modèle de calcul, eh bien si certains nœuds, à l'issue de la création du modèle, si certains nœuds ne sont plus utilisés, eh bien on vous recommande de les supprimer pour éviter que certains nœuds ne se retrouvent dans le plan de panneau à des endroits où vous ne l'aviez pas prévu et que cela perturbe la génération du maillage. Également, dernier point, si vous devez importer des fichiers DXF ou des WG en tant que fond pour aider à la génération de vos modèles, ce qui est assez pratique. Prenez peut-être, ouvrez-le d'abord dans un logiciel de dessin de type AutoCAD, de façon à le simplifier et à le nettoyer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va devoir supprimer
tout bloc qui ne servirait à rien d'un point de vue calcul, et donc qui ne serviront pas de point d'accroche. Vérifier que ne conserver en réalité que les axes des voiles, des poutres, ce genre de choses, et de vérifier que la précision est suffisante. Le temps que vous allez perdre à faire ça, vous pouvez probablement le gagner derrière en évitant de devoir corriger la géométrie d'un modèle bien plus complet d'un robot. Voilà, alors dernière chose pour finir cette présentation, avant de passer aux questions, on vous a mis en fin de PowerPoint 3 liens vers des articles techniques qu'on a publiés sur notre forum français. Le premier, donc, c'est un lien vers un article qui explique comment corriger une géométrie pour laquelle on a déjà du maillage incohérent. On y reviendra donc dans un autre webinaire, comme je disais en début de présentation. Donc un webinaire que l'on fera d'ici la fin du mois. Un article technique qui explique comment se débarrasser de erreur cyclique dans la définition de liaisons cinématiques qui peut apparaître si on utilise les liaisons cinématiques, justement comme on l'a vu en début de présentation. Et le dernier lien qui réexplique, tel que je l'ai fait dans la présentation, comment créer des nœuds émetteurs sur un exemple de plancher champignon. Voilà, donc à partir de maintenant, on va passer à l'étape réponse à vos questions. Alors je ne sais pas si François, est-ce qu'il y a des questions qui restent non répondues? Sont activés. Oui, alors il y a une question qui revient souvent, qui est en fait quel était l'élément qui était en bout de la poutre aboutissant sur le voile. Donc c'était une liaison rigide. Si tu effectivement, peux montrer ça. Voilà, donc là, on a effectivement créé une liaison rigide à cette liaison-là, puisqu'on est parti sur l'hypothèse que cette poutre était encastrée sur le voile. Donc la liaison rigide, on l'a créée de cette façon, donc structure, menu déroulant structure, caractéristiques additionnelles, liaison rigide. Et on a créé ce type de liaison rigide donc en définissant que le nœud maître est le nœud d'extrémité de la poutre et les nœuds exclaves, deux nœuds de maillage de la poutre. Ça permet de générer en fait un encastrement. Si on avait voulu avoir une rotule pour une raison ou pour une autre à cet endroit-là, eh bien il suffisait de ne pas créer cette liaison rigide. Et comme la barre n'est pas prolongée dans le plan du panneau, le degré d'encastrement n'est pas suffisant pour avoir un réel encastrement, donc ça suffirait probablement pour avoir une rotule. Après, si on a des liaisons avec d'autres barres, on peut utiliser les relâchements de barres. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, donc il y avait une question qui concernait toujours le modèle avec le modèle de pont très symétrique avec une fois les liaisons cinématiques. Alors, il y avait la question qui disait pourquoi faire des liaisons rigides à cet endroit-là. En fait, c'est pas une liaison rigide, c'est le logiciel, donc ces fameuses liaisons cinématiques. On avait les mailles d'un panneau, le voile qui ne correspondait pas. Bon, là c'était fait sciemment, mais on peut imaginer que pour un problème de modélisation géométrique, ça soit pas le cas. Et donc les mailles ne se correspondant pas, le logiciel rattrape cette liaison par ces liaisons cinématiques. Voilà, donc ça a le même aspect qu'une liaison rigide, mais c'est les liaisons cinématiques, les fameuses liaisons cinématiques. Voilà, donc où on prouvait que dans un cas simple comme ça, ça fonctionne d'un point de vue résultat, mais dans des modèles plus compliqués, on l'a vu, ces liaisons cinématiques peuvent induire des résultats qui soient incorrects. Alors, d'autres questions? Alors on a une question sur une non-convergence, mais donc ça c'est plutôt lié à des instabilités sur une structure. Disons que c'est pas le sujet de ce webinaire. Aujourd'hui le webinaire, on se concentre sur le maillage et comment éviter tout souci de maillage pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est d'ailleurs si vous avez
Si vous avez des questions donc, qui sont justement comme celle-ci, on va dire hors sujet, ou alors qui sont bien spécifiques à votre à un modèle donc spécifique que vous calculez actuellement pour le maillage, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous les poser sur notre forum. Vous pouvez nous partager les fichiers et on peut donner une explication précise sur ce cas particulier que vous traitez. Alors il y a une autre question qui est donc peut-on mailler plusieurs panneaux d'une certaine façon puis les fusionner sans perdre le maillage fait à partir des petits panneaux? On a l'impression que les éléments finis sont toujours liés aux panneaux, mais y a-t-il un moyen de déconnecter les deux? Effectivement, le maillage est complètement lié au panneau, c'est-à-dire que il est lié à la géométrie du panneau, à ce qui est dans l'environnement du panneau, les autres panneaux mitoyens, à la façon dont le contour a été modélisé, et donc aux propriétés de maillage de ce panneau, parce qu'on peut donner, on l'a vu, faire demander les propriétés de maillage sur une sélection de panneaux, donc on peut très bien avoir des maillages différents d'un panneau à l'autre, mais le maillage est lié au panneau. Justement, on ne veut pas que les deux soient dissociés. Oui, alors il y a une autre question qui concerne ce que tu as dit tout à l'heure sur la barre. L'autre moyen d'encastrer la barre, ça aurait été de la prolonger dans le panneau et que ce prolongement de la barre dans le panneau soit quelque part inclus dans le maillage. On a préféré faire plus simple et arrêter la barre au nu du contour du panneau et utiliser la liaison rigide justement pour déclarer le nœud maître sur ce nœud d'extrémité de cette barre et deux nœuds esclaves étant des nœuds qui font partie du maillage, et ainsi on assure l'encastrement entre les deux. Alors, est-il possible de forcer un arrondi sur les coordonnées d'un élément lorsqu'il y a un problème d'attache? Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plutôt dans le prochain webinaire qui concernera justement la correction. Quand on a des problèmes de maillage, la correction des géométries et comment assez facilement corriger une géométrie légèrement incorrecte d'un panneau pour justement, en quelque sorte, c'est pas forcer un arrondi, mais c'est aligner quelque part ce qui doit l'être avec des outils de correction. Il y a une question aussi sur la vérification de la qualité du maillage. La qualité du maillage, il y a un critère qui est donc justement les dimensions des différentes mailles, et en changeant ce critère, on peut faire apparaître les mailles qui sont, alors bon, là dans un modèle comme ça c'est très simple à voir, mais on peut détecter les mailles, bon là c'est un peu trivial sur un exemple comme ça, comme je dis, mais en faisant bouger ce critère, le logiciel va sélectionner les mailles qui sont incorrectes pour le panneau sélectionné, qui ne respectent pas le critère. Voilà. Donc on a ces mailles qui sont très très allongées, donc qui ont une dimension faible pour un sens et puis très allongée de l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, on peut aussi, ça c'est plutôt pour les modèles très complets où on n'a pas forcément une visibilité facile sur le maillage qui a été généré, et donc on peut utiliser ça pour faire de la sélection de mailles incorrectes, quoi. Voilà. On voit que dans ce cas-là, y compris avec un maillage recommandé, on a quand même une maille qui ne respecte pas un critère que j'ai défini qui est de 0,5. On pourrait intervenir localement sur cette maille, soit en raffinant localement la maille, ou en déplaçant manuellement des nœuds de maillage, de façon à ce que le critère soit ensuite respecté. Il y a une question qui est: quelle est la taille de maillage idéale d'un panneau pour avoir des résultats cohérents? Ça, on peut pas répondre
disons, à cette question sans avoir le modèle. Comme on l'a dit, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur la taille de maille, essayer d'avoir une taille de maille cohérente pour l'ensemble du modèle. Donc après, la taille de maille, elle va être en fonction des dimensions de vos différents panneaux, des choses qu'il y a à mailler. C'est pour ça que dans les conseils qu'on vous a donnés, voilà, il faut éviter les panneaux, comme on l'a vu, un panneau très très étroit qui représente plus un poteau qu'autre chose, ça serait à la limite plus à faire en filaire qu'autre chose. Donc ça c'est une question générique et qui est adaptée vraiment à la taille de maille en fonction du modèle. On peut donner une taille de maille très fine, mais voilà, sur des modèles énormes, on va avoir une quantité de maille très très importante. Donc c'est à jouer aussi avec ça. Après, dans le cas de bâtiments classiques, je pense qu'on peut quand même donner comme conseil d'utiliser des tailles de maille comprises entre 0,5 mètres et 1 mètre. C'est une taille de maille qui semble a priori correcte pour les bâtiments classiques. Après, bien comme donc le dit François, après tout dépend de ce que vous avez cherché à mailler. Si c'est une pièce plus mécanique, par exemple, comme un pied de poteau, des fois on voit ce genre de choses. Si vous avez une platine qui fait 300 en millimètres, on va choisir une taille de maille adaptée à cet élément-là. Et puis si j'ai un raidisseur qui est soudé sur cette platine et qui lui ne fera que 15 cm, peut-être que localement je vais devoir raffiner localement le maillage de façon, tout dépend ce que je cherche à vérifier. Si je dois dimensionner mes soudures entre raidisseur et platine, peut-être que localement il va me falloir raffiner le maillage. Il y a une autre question sur y a-t-il une hiérarchie à adopter pour le maillage de panneaux perpendiculaires se rejoignant par une arête commune par exemple, et une autre question à mettre en relation avec ça. Lors de pour un modèle complexe, est-il utile de procéder par étapes pour avoir un maillage de meilleure qualité, plancher en premier, puis voile ou inversement? Donc ça c'est, dans un premier temps, on va laisser faire le maillage automatiquement, et puis après effectivement sur les zones où il y a des difficultés de maillage et des incohérences de maillage sur les bords, on peut revenir et effectivement privilégier par exemple un ordre de maillage. Je ne sais pas si on prend un bâtiment où on a une dalle qui fait l'entièreté de l'empattement du bâtiment et que sur cette dalle on a des voiles qui viennent, des voiles de petites dimensions qui viennent un petit peu partout, peut-être qu'il faudra d'abord mailler les voiles, ainsi on aura en pied et en tête du voile les nœuds issus du maillage, et ensuite on maillera seulement la dalle, et comme ça le maillage de la dalle va s'accrocher au pied de ses voiles ou en tête de ses voiles. Alors que si on avait fait le contraire, le mailleur aurait, en fonction des contraintes qu'on lui a données, c'est-à-dire les propriétés de maillage, etc., aurait peut-être eu des difficultés à mailler correctement. Mais bon, dans un premier temps, laisser le maillage en automatique et puis voir à ce moment-là où sont les zones de maillage incohérents, etc. Voilà. Autre chose aussi qu'on peut dire peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais autre chose qui pourrait être dite que j'ai pas précisé tout à l'heure, dans un modèle multi-étage, si vous avez un modèle qui est composé d'étages égaux sur toute la hauteur du bâtiment, ce qui peut être fait et ce qui est conseillé de faire, donc c'est d'abord dans un premier temps de modéliser le premier niveau et puis de chercher à mailler uniquement ce premier niveau, même si le modèle n'est pas fini, de façon à détecter facilement si vous avez des problèmes de géométrie. Et s'il y en a, donc on les corrigera avant de modéliser les niveaux suivants, ou en tout cas de faire la copie vers les niveaux suivants. Donc une autre question, pourquoi le robot ne donne pas des corrections d'un maillage manuellement en déplaçant les nœuds ou en supprimant quelques éléments? En général, on essaye d'abord de générer, comme je l'ai dit, éventuellement s'il y a une difficulté pour une certaine zone, on essaie de générer le maillage en sélectionnant un panneau et en générant un maillage local, comme on l'a vu avec les icônes. Pour générer localement, essayer de changer les propriétés, etc. On a au-delà de ça
d'autres options qui peuvent correspondre à ça, qui sont le raffinement de maillage, c'est-à-dire après là on agit au niveau d'une maille, on sélectionne une maille et on va la raffiner en de plus petits éléments pour s'adapter éventuellement à une particularité voilà, géométrique. Généralement on essaye non pas d'aller jouer sur et de déplacer les nœuds, ça c'est vraiment en extrême limite, mais je pense que avant ça il y a d'autres solutions pour arriver à avoir un maillage correct. Oui, donc des nœuds de maillage peuvent-ils servir d'émetteurs? Oui, donc ça on l'a vu sur le premier exemple qui a été montré, qui était une dalle avec des poteaux où on allait mettre des nœuds émetteurs manuellement sur les nœuds de tête de ces poteaux pour que la génération du maillage se fasse en étant plus raffiné dans ces zones-là, quoi. Donc là, il y a une question qui serait-il possible de comparer le plancher sous modèle EF à un plancher sous modèle non élément fini avec un sens de portée. Donc ça c'est pas ça c'est plutôt de l'analyse de résultats, c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Voilà, on vous laisse se concentrer surtout pour ce premier webinaire sur les problèmes vraiment de maillage, de génération du maillage et éventuellement d'adaptation de la géométrie pour avoir le maillage le meilleur possible. Oui, il y a une question aussi, et l'usage du cadenas de maillage. Donc ça c'est la façon de figer ou de défiger un maillage. Justement, si on a une zone difficile à mailler, où on est obligé, après avoir généré le maillage sur l'entièreté du modèle, et où on est obligé de revenir et de faire sur une sélection de panneaux en jouant sur les propriétés de maillage pour, par exemple, un maillage qui serait incohérent ou incorrect dans une zone bien particulière. Donc, on va mailler sur une sélection et donc on va utiliser l'icône maillage local. Et à ce moment-là, quand on utilise ça, cela fige automatiquement le maillage. C'est-à-dire que quand on va calculer le modèle ou générer le modèle ensuite, dans sa globalité, le maillage de ce panneau ne sera pas refait. Donc on peut figer un maillage ou le défiger. C'est-à-dire, si on veut pouvoir lui dire, ben non, finalement, je veux que lors de la génération globale du modèle, le maillage de ce panneau soit régénéré. Voilà. Donc les liaisons cinématiques, donc dans quel cas doit-on utiliser les liaisons cinématiques? Les liaisons cinématiques, c'est le logiciel qui les génère. C'est-à-dire que si il y a une option qui est cochée, comme on a vu dans les préférences de l'affaire ou de la tâche, le logiciel, lorsqu'il y a des incohérences de maillage, c'est-à-dire deux panneaux mitoyens qui ont des mailles, voilà. Comme là, on voit clairement que entre le voile et le tablier, le maillage ne correspond pas. C'est-à-dire que quelque part, les nœuds communs, il y a en fait 3 nœuds communs. Et donc, d'un point de vue calcul, c'est pas très correct. Et donc le logiciel, à ce moment-là, donc là, on l'a forcé quelque part à générer les liaisons cinématiques. Mais si on a la case à coche d'en dessus qui est cochée, c'est le logiciel dans les zones d'incohérence va rattraper ces incohérences par ces liaisons cinématiques pour que quelque part les deux panneaux bord à bord soient correctement liés. Voilà. Et donc nous, ce qu'on vous indiquait, c'est que dans un cas simple comme celui-là, ça fonctionne et ça ne va pas influer sur les résultats. Mais dans des cas plus complexes, on a vu que ça influait sur les résultats et que ça pouvait donner des résultats incorrects. C'est pour ça que ce qu'on recommande, c'est, et c'était le but de ce webinaire, c'est on recommande d'avoir un maillage qui soit correct à la base.
voilà, et de faire attention à la géométrie pour obtenir un maillage cohérent sans que le logiciel, si on n'a pas d'incohérence de maillage sur les bords, le logiciel ne va pas faire appel aux liaisons cinématiques. Voilà. Génération du modèle, en fait, quelle différence avec la cogénération du modèle? C'est-à-dire que l'icône qu'on a montré, le premier icône de la barre d'icônes de génération du maillage permet de générer le modèle de calcul. Voilà, et c'est exactement la même chose qui se passe quand on lance le calcul. En début de phase de calcul, le modèle est généré, et c'est à ce moment-là que le maillage est généré à l'intérieur des panneaux. Donc voilà, c'est simplement, on peut le forcer à générer le modèle de calcul pour, je sais pas, vérifier si le maillage sur lequel on a travaillé est bien correct. Voilà. Voilà, si vous êtes en phase de vérification, du contrôle de qualité de votre maillage, par exemple, plutôt que de lancer le calcul et voir, mettons sous poids propre si ça marche ou pas, pour éviter de devoir attendre toute la phase de calcul jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention des résultats, ben vous cliquez sur ce bouton de génération du maillage, et s'il y a du maillage incohérent, vous serez prévenu à la fin de la phase de génération du modèle, qui est bien plus rapide que la phase complète de calcul. Une autre question, donc un maillage approximatif peut-il conduire à fausser les résultats? Oui, bien sûr. On l'a vu, si on a des mailles qui sont très disparates ou avec des dimensions ou un maillage très très grossier, voilà, si vous avez un modèle qui n'est pas de taille trop importante, où vos voiles sont dans la hauteur maillées avec 2 mailles, ben, on peut comprendre que le logiciel n'a pas beaucoup de points d'interpolation pour avoir des résultats qui soient lissés et à peu près corrects. Ou quand on a une maille voilà, qui fait je sais pas 20 cm pour un des bords et puis 3 mètres de l'autre, bon, on imagine très bien que les résultats vont être donnés en conséquence de ce maillage. C'est aussi pourquoi on conseille de régler la taille de la maille et d'avoir une taille cohérente pour l'ensemble du modèle. Voilà. Alors après, vous dire quel est le pourcentage d'erreur quand on a un maillage incorrect, voilà, on ne saurait pas avancer des chiffres. Simplement, on sait comment obtenir un maillage cohérent et à peu près avec une taille de maille correcte pour l'ensemble du modèle, vis-à-vis du modèle, on va dire. Et donc du coup voilà, on va éviter d'avoir un maillage complètement incohérent, quoi. Parce qu'on sait que ça aura une influence sur les résultats. Après, quel est le pourcentage d'influence, ça, on ne saurait pas le dire. Ça va dépendre énormément du modèle et de la géométrie, donc pas facilement anticiper. Alors, il y a dans l'exemple du plancher champignon, les émetteurs permettent de lisser les valeurs en obtenant un maillage cohérent. Mais peut-on écrêter les valeurs en fonction de la taille du poteau, par exemple? C'est exactement pour ça qu'on a mis des nœuds émetteurs sur les nœuds de tête du poteau. C'est ensuite pour pouvoir utiliser la fonction de réduction des efforts sur le point où le poteau rejoint la dalle, parce qu'on imagine bien que la transmission des efforts de l'un à l'autre, dans la réalité, votre poteau il a une certaine surface, et le modèle analytique, là, la barre, ce n'est qu'un élément filaire, donc la transmission des efforts de l'un à l'autre se fait par un seul nœud. Donc c'est pour ça qu'on a des pics qui ne correspondent pas forcément à la réalité, parce que dans la réalité, votre poteau il a une certaine surface. Et donc cette option, en ayant un maillage suffisamment fin dans cette zone-là, en utilisant l'option de réduction des efforts, donc c'est sur les appuis, les poteaux et les voiles, et ben à ce moment-là, on vient écrêter justement et lisser le résultat par rapport à la surface du poteau. Ça marche également pour les appuis. Si vous venez indiquer dans la boîte de dialogue des appuis, si vous venez indiquer dans les paramètres avancés des appuis
la taille de votre poteau par exemple, c'est-à-dire qu'à la place de modéliser les poteaux, j'aurais très bien pu créer un nœud d'appui et indiquer la taille de mon poteau, qui serait donc un poteau circulaire de 25 cm. Et le principe est le même. Après, on peut créer des nœuds émetteurs et avoir une réduction. Il y a une autre question sur l'émaillage. Pour quelle raison déconseiller le maillage Kunz? Alors c'est pas qu'on déconseille vraiment le maillage Kunz, c'est que on sait d'expérience que le maillage, par exemple en Delaunay triangulaire, lorsque vous allez avoir beaucoup de contraintes à respecter pour le panneau, c'est-à-dire la façon dont son contour a été fait, qu'est-ce qui lui aboutit dans son plan ou sur les bords. En combien de bords a été fait le contour du panneau, quelles sont les propriétés de maillage du panneau, tout ça c'est des contraintes de maillage, et on sait que en maillant en Delaunay triangulaire, on va mieux gérer ces contraintes et on a plus de chances d'accrocher bien tout ce qui doit être accroché, tous les éléments qui sont à prendre en compte pour la génération du maillage. Voilà, alors donc on arrive au bout de cette première session, ce premier webinaire. Alors il y a beaucoup de questions, merci pour toutes ces questions. Donc il y avait beaucoup de questions qui ont été posées, on n'a pas pu répondre à toutes dans le temps imparti. Donc ce que nous allons faire ensuite, c'est ces questions, nous allons les publier sur le forum français de robots. Et pour tenter d'y répondre par la suite, voilà. Voilà, donc encore une fois, merci de votre participation à ce premier webinaire. On espère en faire beaucoup d'autres. Enfin, normalement, on devrait en faire un donc d'ici la fin du mois pour la deuxième session sur le maillage, et ensuite on espère en faire régulièrement une fois par mois. On espère pouvoir tenir ce rythme. Et donc voilà, encore une fois, la session est enregistrée, donc sera disponible sur YouTube, et vous aurez accès au PowerPoint en lien de téléchargement dans l'email que vous recevrez suite à cette présentation. Donc encore une fois, merci, et donc à bientôt pour une prochaine session de webinaire sur Robot.